Téléspectateurs d'Actuel Média, bonjour. Bienvenue à ce 7e numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs compétences, leurs actions, leur charisme et leur engagement. Internet devenu aujourd'hui un créneau incontournable d'information et de communication, il est clair que son utilisation efficiente revêt d'une importance capitale pour les bonnes mœurs et la cohésion sociale entre les communautés. Notre fierté nationale du jour l'a bien comprise. C'est un leader des médias sociaux assez engagé. Il s'agit de M. Abdoulaye Guindo, président de la communauté des blogueurs du Mali. Bonjour M. Guindo. Bonjour. Merci pour l'occasion que vous nous faites de nous recevoir malgré un emploi du temps assez chargé. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Donc, un mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Je salue tous les téléspectateurs d'Actuel Média et je leur souhaite une bonne fin de semaine. Merci bien. Alors, est-ce que vous pouvez faire un zoom sur votre personne? Eh bien, merci. Moi, c'est Abdoulaye Guindo. Je suis Dogon de Banyangara, mais je suis né en Côte d'Ivoire où mon père est allé travailler en tant que docker. Donc, en 1996, après sa retraite, comme il avait acheté une maison au Mali, il est rentré au pays, on est tous rentrés et j'ai terminé mes études de philosophie au Mali. Je suis professeur d'enseignement secondaire en service actuellement au lycée Kankou Moussa. Aussi, je suis journaliste et directeur de publication du journal Procès Verbal, dont j'ai profité de l'avènement du digital dans le monde pour me lancer dans le blogging. Donc, j'ai été recruté par la plateforme RFI de Mondoblog. En 2014-13, je suis devenu mondoblogueur. Et ainsi, avec d'autres camarades, on a décidé de créer la communauté des blogueurs du Mali, qui était dirigée par Boukari Konaté, qui après 2-3 ans m'a cédé la place à l'issue d'une assemblée générale. Donc depuis 2015-16, je suis président de la communauté des blogueurs, aussi professeur d'enseignement secondaire, option philosophie et aussi journaliste. En tout cas, vous avez plusieurs casquettes. D'accord, donc pour les profanes, quelle est votre définition du blogueur? Le blogueur, c'est tout individu qui utilise le blog comme moyen de communication. Un blog, c'est une plateforme digitale que tout individu peut créer gratuitement sur des canaux, notamment blog post ou WordPress. Donc toute personne qui utilise le blog comme moyen de communication est un blogueur. Maintenant, la définition a évolué parce qu'aujourd'hui, Facebook et Twitter commencent à s'imposer comme des plateformes de communication. Et ces plateformes sont définies comme des micro-plateformes de blogging. Donc quelqu'un qui utilise que Facebook et Twitter est aussi aujourd'hui considéré comme un micro-blogueur. Ça, c'est les expressions que les gens se sont données. Donc en résumé, le blogueur, c'est tout individu qui a un blog sur lequel il s'exprime. Et le blog peut être créé gratuitement sur WordPress ou Blogpost et à d'autres plateformes. Alors, selon vous, quel est le meilleur service qu'un blogueur puisse offrir à ses lecteurs? Bon, le meilleur service, quand tu prends le blog dans son origine, la définition originelle, c'est que le blogueur parle de lui. Il parle de ses envies, ses sensations, ses besoins. Quand il voyage, il raconte ce qu'il voit. Quand il voit, il y a une situation, il dit ce qu'il pense. Voilà pourquoi tout le blogging n'est que subjectivité. Tu ne parles pas comme un journaliste professionnel qui est dans l'objectivité, mais tu es subjectif. Moi, en tant qu'une DJI, par exemple, je pense que cette situation, voici ce que je pense. J'ai voyagé, voici le carnet de voyage. Donc le blog, il parle de sa vie. Parce que le blog, à l'origine, c'est comme le carnet privé que les gens ont dans leur famille, où ils parlent de leur vie, les carnets secrets. C'est la forme digitalisée du carnet privé qui est devenu le blog. Donc à l'origine, c'était pour ça. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, les blogueurs vont au-delà de ça. Ils communiquent, ils font du plaidoyer, ils font du lobbying, ils font de la sensibilisation, ils font de l'éducation via leur blog. Alors, donc, mais selon vous aussi, quel est l'aspect le plus frustrant du blogging? Le plus frustrant, c'est la non-reconnaissance. Parce que dans beaucoup de pays, les blogueurs n'ont pas encore de statut. Ils le font de façon, on ne va pas dire illégale, mais vu que tout ce que la loi n'interdit pas autorisé, et le blogueur, il y a des préjugés, il est confondu aussi souvent aux activistes, aux vidéomans, aux facebookers. Donc il y a cette confusion aussi qui est frustrante. Voilà.
En raison de certaines positions politiques ou bien... Voilà, le fait que, vous savez, les gens sont gênés. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement du blogging, les blogueurs arrivent à taper fort sur les réseaux sociaux, plus que les médias traditionnels. Donc, pour décourager un peu les blogueurs, apparemment, il y a cette campagne de confusion qui fait que les blogueurs sont poussés à être frustrés et à se décourager. Mais nous, on arrive à remobiliser les troupes et on a d'autres personnes qui nous font confiance. Ils savent que c'est avec les blogueurs qu'on peut changer les choses. La preuve, aujourd'hui, certains partenaires internationaux considèrent les blogueurs comme les nouveaux acteurs de la société civile qui émergent à côté des anciens. Et ils sont arrivés à changer des choses avec le téléphone Android en 2-3 semaines que les autres n'ont pas pu changer en plusieurs années. Ah, donc on apprend beaucoup de choses avec vous. Donc ce n'est pas tous les jours qu'on a un blogueur de votre envergure avec nous. Donc on va profiter pour vous poser d'autres questions aussi dans ce sens. Quelle est la meilleure stratégie de médias sociaux pour attirer plus de visiteurs sur un blog? Bon, c'est la crédibilité. D'abord, il faut chaque fois donner des... Au départ, tu n'auras pas beaucoup d'abonnés, mais lorsque tu vas donner des informations crédibles, qui sont toujours vérifiées, qui ne sont pas des fake news, de plus en plus, les gens vont commencer à te faire confiance, ils vont s'abonner à ta page et être au service du grand public, parce que le blogueur ne monnaie pas au départ son service. Si aujourd'hui quelqu'un a des problèmes sociaux, il vient t'expliquer, tu penses que c'est vrai, tu peux l'aider avec des publications. Si tu vois des choses qui sont injustes vis-à-vis du grand public, tu dénonces. Donc tout ça mis ensemble va faire que tu vas te faire une certaine e-réputation, une certaine crédibilité et tu vas drainer beaucoup d'abonnés sur ta page. Surtout la crédibilité et être au service de l'intérêt général. Ok, vous avez parlé de fake news justement. Quel regard portez-vous sur ce que moi je peux appeler comme un fléau? Aujourd'hui, effectivement, les fake news, c'est un fléau mondial et le Mali n'est pas en marge. On sait que depuis plusieurs années, notamment depuis 2012, les fake news ont commencé à occuper le terrain au Mali. Mais ces 2 dernières semaines, ces derniers mois, avec la bataille géopolitique voilà, entre le Mali et l'ancienne colonie, et notamment la possible arrivée des militaires russes, dont il y a beaucoup de fake news qui circulent aujourd'hui contre non seulement la venue de ces soldats russes, contre aussi les anciens partenaires du Mali qui ne sont pas trop contents de la venue. Donc il y a beaucoup de fake news qui circulent aujourd'hui. Et ces fake news, vous le constatez, mettent à mal aujourd'hui la cohésion sociale entre le Mali et ses anciens partenaires, notamment la CEDEAO, la France, l'Union européenne, la MINUSMA. Donc ces fake news font de sorte que les populations ont de la haine pour ces anciens partenaires. Ça amplifie la cohésion sociale. Donc il faut effectivement, comme tu l'as dit, c'est un fléau contre lequel il faut vite trouver des solutions. Oui, bon, comme fake news, j'en veux aussi pour exemple les fausses informations sur les décès des personnes. Selon vous, ces auteurs-là, ils le font dans quel but? Bon, au fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on crée un fake news pour pouvoir nuire à la personne contre laquelle on crée le fake news. La deuxième raison, c'est manipuler l'opinion publique, induire l'opinion publique en erreur. Donc quand ces 2 conditions sont réunies, et peut-être la troisième raison, c'est se faire le buzz, avoir assez d'abonnés, parce que certains font exprès pour créer des fake news en annonçant la mort des artistes ou des stars pour qu'ils aient beaucoup d'abonnés. Et après, ils monnaient ces abonnés en disant aux annonceurs, j'ai 1 million d'abonnés sur ma page, ou bien j'ai 1 million de visites sur ma page. Donc si vous avez des annonces, vous pouvez passer par moi. Donc certains font ça pour avoir attiré des abonnés. En tout cas, ce sont des intentions malsaines. Alors. Donc, de simples blogueurs, vous vous retrouvez à la tête de la communauté des blogueurs. Comment est-ce que s'est fait cette ascension? Bon, je ne sais pas si c'est une ascension, je pense que c'est un parcours normal. En fait, comme je le disais, moi je ne suis pas le premier président de l'organisation. Le premier président, il est malheureusement décédé. Mais avant son décès, il était beaucoup débordé parce qu'il fut le premier blogueur, il était reconnu mondialement, il voyageait beaucoup, il avait beaucoup de projets. Donc il a décidé de quitter la tête de la présidence. Donc lors d'une assemblée générale extraordinaire, j'ai été nommé. Maintenant, cette ascension peut-être est due au fait que dès que j'ai pris la tête de l'organisation, j'ai pu avancer en 2-3 mois sur des dossiers qui sont restés pendant 2-3 ans. Parce que jusqu'à mon élection, l'association n'avait pas de récépissé.
Donc c'est moi qui en 3-4 mois ai fait une assemblée générale avec les PV et les statuts. J'ai fait toutes les démarches administratives avec toutes les interrogations, parce qu'à l'époque c'était le nouveau phénomène blogueur, on voulait comprendre, le gouverneur ne voulait pas donner de récépissé, nous on a été entendus à la police et ainsi de suite, c'est après qu'on a eu le récépissé et on a commencé les premières activités sur fonds propres jusqu'à ce qu'on soit connu par les bailleurs. Et aujourd'hui on a plusieurs bailleurs de fonds, on a plusieurs projets, donc peut-être que le fait que j'ai pu avec les autres collègues faire avancer l'organisation en une année sur beaucoup de dossiers qui étaient restés bloqués, peut-être c'est ce qui explique, et puis aussi la qualité des personnes, des ressources humaines qu'on a eu à recruter pour venir adhérer à l'association. Ces personnes ont travaillé à ce que l'association soit là aujourd'hui où elle est. Cela démontre votre dynamisme. Ça montre aussi que lorsque vous êtes arrivé aussi au sein de cette association, vous avez réussi à faire bouger les choses de façon considérable. Voilà. Donc vous faites aussi partie de ce jeune groupe volontaire, les champions de One. Vous avez été sélectionné, il y a eu 25 champions qui ont été sélectionnés, dont 5 Maliens. Et vous faites aujourd'hui partie, de ces 5 Maliens. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce concept de champion de One? En fait, champion de One, c'était un projet financé par des milliardaires américains qui consiste à faire du plaidoyer en Afrique auprès des chefs d'État pour que les jeunes et les femmes aient accès aux services de base, notamment la terre, notamment l'emploi, ainsi de suite. Donc chaque année, l'ONG recrute des volontaires dans les pays. Donc nous, on a été recrutés, on a été la deuxième promotion des volontaires de One dans le monde, mais la première vague au Mali. Il y avait plus de 1000 candidatures, dont on était 5. Donc pendant une année et demie, on a travaillé à faire des plaidoyers auprès des autorités pour qu'on puisse avoir des lois qui favorisent l'accès des jeunes et des femmes à la terre. Et lorsqu'ils ont lancé la 3e vague de recrutement et la 2e du Mali, on était libre de postuler, mais on a préféré laisser la place à des jeunes frères. On a même encouragé des blogueurs qui sont recrutés aujourd'hui, qui sont champions de One. Le siège est basé à Dakar et qui couvre un peu l'Afrique de l'Ouest. Et on a eu des formations à Dakar, après on a mené beaucoup d'activités, chacun dans leur pays, parce qu'il y a des One au Sénégal et au Mali. Et on est même content de la loi de la programmation agricole, parce que c'est parmi les plaidoyers qu'on a menés jusqu'à ce que cette loi soit votée pour donner plus de terre aux femmes et aux jeunes. En d'autres termes, vous côtoyez les décideurs politiques? Oui, c'est ça, voilà. En fait, on parlait tous les jours avec les députés, les ministres, le Premier ministre, et les autorités locales. Et puis on a aussi eu la chance de rencontrer les chefs d'État, parce que quand on vous recrute, on vous demande si vous voulez rencontrer un chef d'État, quel chef d'État vous voulez. La première promotion a dit Barack Obama, ils ont pu rencontrer Barack Obama. La deuxième vague, notre vague, a pu rencontrer Macron, ainsi de suite. Voilà, et c'est la 3e vague qui est en cours. Mais avec la Covid là, c'est un peu compliqué de faire voyager les gens, donc ils font les activités à distance. Donc en tant que blogueur, vous êtes engagé pour la paix au Mali. À quel degré vous mesurez l'importance des blogueurs dans le processus de paix ou dans la lutte contre les fléaux comme l'extrémisme violent ou bien les VBG? Ok, merci pour la question. Même quand vous regardez un peu, Bembéré est né pour aboutir à la cohésion sociale. Parce qu'on a constaté que les réseaux sociaux qui sont montés en puissance dans le monde et au Mali amplifiaient les conflits, radicalisaient les jeunes, parce que c'est sur les réseaux sociaux que les jeunes s'informent, et toutes ces informations qui circulaient radicalisaient les jeunes, et ils transmettaient ça aussi à leurs parents dans les communautés. Donc ça radicalisait les parents. On s'est dit, pour un peu minimiser cette radicalisation, pour un peu minimiser les conflits, il y a d'autres acteurs sur le terrain, donc le blogueur peut aussi contribuer sur les réseaux sociaux à appeler à la paix, à la cohésion sociale et à lutter contre les VBG. Donc le blogueur joue un rôle très important, vu que les jeunes sont les plus utilisés dans les conflits, sont les plus utilisés dans les violences faites aux femmes, ainsi de suite. Donc on s'est dit, si on les touche via les réseaux sociaux, on peut minimiser un peu les risques de l'extrémisme violent, la radicalisation des jeunes. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser aux questions de VBG, de cohésion sociale. Et Dieu faisant bien les choses, notre travail a eu des bons résultats. Et c'est comme ça qu'on a eu un partenaire qui nous a dit de créer une plateforme qui pourrait être plus grande que ce que nous utilisons, qui va aboutir à la cohésion sociale. C'est comme ça que Bembéré NDI, même qui a pour slogan le Mali qui s'entend. Oui, Bembéré, dont vous êtes un coordinateur national, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Ok, Bembéré est né d'une collaboration avec la RNW Media
qui est une ONG néerlandaise, mais avant qu'elle soit ONG, c'est l'équivalent de la RFI française, c'était la radio internationale des Pays-Bas, mais qui est devenue une ONG qui s'occupait des radios. Mais après, avec la montée en puissance du digital, ils ont commencé à financer les organisations qui travaillent sur le digital. C'est comme ça qu'ils ont repéré notre communauté, après avoir créé un média au Congo qui s'appelle Abari, au Burundi qui s'appelle Yaga. Donc on a été contacté par RNV. Donc ils nous ont dit on va mettre à votre disposition une plateforme plus professionnelle, plus sécurisée, pour que vous puissiez continuer votre travail de cohésion sociale. Mais il faut trouver un nom qui est un peu qui sort de l'ordinaire. Donc on a discuté, il y a un jeune qui nous a proposé le nom Bimbere en full day. Bimbere, c'est l'espace public dans les villages Peul où les jeunes se retrouvent pour discuter. Donc on a voulu que notre plateforme soit sur ce rendez-vous des jeunes pour parler de leurs problèmes, pour faire des propositions. Donc on a francisé Bembere, et dans Ben il y a cohésion et Bere il y a Sonrai. Et Bere qui veut dire respect en Sonrai, donc c'est des valeurs que nous partageons. Donc c'est Bembere, c'est un peu 3 langues qui se retrouvent dans le mot. Ah, ok, d'accord. Mais à part le projet Bembere, vous êtes sur plusieurs autres projets de communication, notamment le projet Ma Transition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bon, Ma Transition, d'abord, c'est un hashtag qu'on a créé après le coup d'État. On s'est dit qu'en 2013, le coup d'État n'était pas... On n'a pas vu venir le coup d'État. Les militaires se sont levés, ils ont renversé le président. Mais en 2020, c'est à l'issue de plusieurs manifestations de contestation contre le régime en place. Donc on s'est dit cette fois-ci, s'il y a une transition, les populations doivent s'approprier la transition. Donc, et vu qu'on ne va pas écouter toutes les populations, notamment les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, on a lancé le hashtag Ma Transition. Autour du hashtag, on a demandé aux jeunes de proposer ce qu'ils veulent voir changer dans le pays. Donc même s'ils ne sont pas écoutés, vu que les autorités surveillent les réseaux sociaux, ils peuvent peut-être prendre les bonnes idées. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le hashtag, c'est devenu viral. Il y a des milliers de personnes qui ont utilisé le hashtag. Il y a eu plus de 100 000 publications autour du hashtag. Et les bailleurs ont aimé, ils nous ont dit de poursuivre la campagne. Maintenant cette fois-ci, ils ont apporté de l'argent, notamment au Siwa, qui est basé à Dakar, qui est une organisation de droit américaine. Ils nous ont donné un projet de 6 mois où on devait continuer à faire des débats dans les localités pour que les gens disent ce qu'ils veulent voir changer, les réformes, et ensuite les amplifier. Après, il y a eu le NIMD, qui est l'Institut néerlandais pour la démocratie, qui a aussi soutenu le hashtag Ma Transition, avec d'autres types d'activités. Et on continue à utiliser le hashtag dans toutes les activités de communication politique que nous faisons sur les réformes institutionnelles et politiques. Donc, parlant de la communauté des blogueurs, c'est Donny Blog. Voilà, donc on a parlé du projet Bembere. Est-ce que vous avez d'autres initiatives notoires à part le projet Bembere? Oui, quand vous regardez Facebook, il y a un projet, une page qui s'appelle Angata. Angata, c'est un projet aussi de Donny Blog qui est financé par CFI, qui consiste à aller à la rencontre des jeunes, par exemple, comme vous le faites. On va dans les quartiers populaires, dans les communes, les cercles, on suit le parcours d'un jeune pendant une journée. Quel est son quotidien? On présente quand il est ce quotidien, il se réveille le matin, il est au chômage, il ne prend que du thé, ou bien lui, il se bat, ainsi de suite. Donc chaque mois, on fait une émission comme ça, on suit un jeune durant sa journée. Ce projet, c'est un peu inspiré de l'émission Pas de quartier de France 24. Donc c'est CFI qui soutient le projet et c'est une initiative de Donny Blog. Mais au sein de Bembere, il y a plusieurs projets. On a le projet de vérification de fact-checking, on a d'autres projets financés par l'OIF, on a l'ambassade du Danemark qui nous soutient à travers le FAMOC, on a l'Union européenne qui nous soutient à travers notre projet Faisons-nous entendre. Ça c'est au sein de Bembere, mais à côté aussi on a Angata comme je l'ai dit tantôt. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes sur Actuel Média et notre invité du jour c'est M. Abdoulaye Guindo, qui est le coordinateur national de la plateforme Bembere et aussi président de la communauté des blogueurs du Mali, Donny Blog. Vous convenez avec moi que c'est un leader assez engagé et il fait vraiment bouger les choses dans son domaine. Bon, Monsieur Guindo, on va parler un peu encore du blog. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie de médias sociaux pour attirer plus de visiteurs sur un blog? Oui, comme je l'ai dit, le blog d'abord est digital. Et aujourd'hui, le monde se digitalise de plus en plus. Les gens s'informent via le digital. Donc pour attirer plus de monde, comme je l'ai dit, c'est être crédible, ne jamais donner de fausses informations,
Donc lorsque votre blog sera crédible, les gens vont venir. Ensuite, être à la pointe de l'actualité. Chaque fois qu'il y a un événement d'intérêt général, être là pour informer les populations sur le vrai et être aussi au service des populations qui ont besoin de voix pour s'exprimer. Et avec ces 3 stratégies, et aussi être présent sur les réseaux sociaux. Parce que votre blog, pour qu'il soit vu, il faut que vous l'amenez sur, notamment Facebook, Twitter, où il y a plus de monde. Donc voici un peu les stratégies pour pouvoir faire monter son blog. Beaucoup de gens pensent que les blogs sont un moyen facile de gagner de l'argent en ligne. Est-ce que vous avez des conseils pour ces personnes qui souhaitent gagner de l'argent avec le blog? Parce que votre question fait aussi appel à une confusion. Parce que les gens confondent aujourd'hui blogueurs, youtubeurs, facebookers ou mini-blogueurs. D'abord, le blogueur, comme je l'ai dit, à l'origine, tu viens par amour, par passion. Tu viens parler de toi, de tes ressentis. Tu fais des propositions face à un événement. Donc, tu ne fais pas ça pour de l'argent. Donc après, quand ton blog est suivi, il y a des annonceurs qui peuvent te demander de parler de leurs produits, de parler de leurs activités. Mais le vrai blogueur peut vendre son service, peut mettre son blog au service de quelqu'un. Mais nous, par exemple, notre philosophie, on ne vend pas notre page, notre blog aux opérateurs économiques. Par exemple, on ne vend pas notre blog aux commerçants. On travaille plutôt avec les ONG qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre les VBG, pour l'emploi des jeunes, pour les questions d'environnement, les questions d'extrémisme violent, de paix, cohésion sociale. Mais tu ne verras pas, c'est rare de voir un blogueur, vrai blogueur, parler par exemple, faire la publicité d'une boisson Coca-Cola, d'un produit commercial. Maintenant, il y a d'autres qui se disent blogueurs et qui le font. Même quand ils font les vidéos, vous voyez, ils mettent la marque d'une boisson, d'un produit. Mais nous, quand tu vas fouiller toute ma page, tu vas fouiller tout notre blog Bembéré, dont le blog tu ne verras pas par exemple. Même Angata, il y a un annonceur qui voulait qu'on fasse la publicité de son thé. On a dit qu'on n'est pas dans ça. Donc d'autres le font. Donc votre question appelle à cette confusion. Donc on a considéré toutes ces personnes comme des blogueurs. Même en Côte d'Ivoire, vous voyez tout récemment, les 2 associations ont fait un communiqué pour dire que certaines personnes se font appeler blogueurs, mais ce qu'ils font dans la pratique n'est pas la pratique du vrai blogueur. Donc ces personnes se font appeler blogueurs de façon injuste et ce n'est pas des blogueurs. Parce qu'un blogueur n'est pas un commerçant, il ne fait pas la publicité d'une boisson, d'une boisson alcoolisée, ainsi de suite. Voilà, donc il y a cette confusion au Mali qui fait qu'on pense que tous ceux qui s'enregistrent sur les réseaux sociaux sont les blogueurs, même s'ils se font appeler blogueurs. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, sur les Facebook, on peut gagner beaucoup d'argent. Si on peut faire la publicité pour les gens, faire la propagande et avoir de l'argent. Mais toutes ces personnes sont considérées malheureusement comme des blogueurs. Et nous, on a mené des actions. On avait lancé un hashtag « Je suis blogueur, donc j'ai un blog, donc je suis blogueur » pour dire quelqu'un qui n'a pas un blog sur lequel il s'exprime n'est pas un blogueur. Un Facebooker n'est pas un blogueur, un YouTuber n'est pas un blogueur. Malheureusement, on a traité les Madouga Journal, les Rasbag des blogueurs. Mais on a très vite recadré pour dire que ce n'est pas des blogueurs. Donc si je comprends bien, ces gens qui se proclament à tort comme blogueurs, ils le font peut-être parce qu'ils sont assez suivis. Ils se basent sur ça pour dire qu'ils sont blogueurs. Et ils profitent aussi de la notoriété que les blogueurs commencent à avoir de plus en plus. Parce que de plus en plus, les blogueurs commencent à avoir une certaine reconnaissance auprès des autorités, des ONG. Donc, et ce qui fait qu'ils pensent que s'ils se font appeler aussi blogueurs, ils auront aussi un regard. Sinon, les blogueurs sont connus. Il y a 2 associations au Mali et il y a d'autres blogueurs qui ne sont pas membres de ces 2 associations qui font de façon indépendante leur travail. Ils sont connus, ils ont un blog sur lequel ils s'expriment. Et ces personnes, à tort, utilisent le terme aussi peut-être pour avoir une certaine reconnaissance. Ah, ok, d'accord. On apprend assez avec vous et puis je peux dire même qu'on passerait même des heures avec vous parce qu'on apprend énormément à partir de ce court temps. Mais malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Et le mot de la fin, c'est à l'endroit de tous ceux qui ont la phobie, c'est-à-dire qui ont la peur des réseaux sociaux. Pour moi, c'est une incompréhension. Il faut qu'ils comprennent que les réseaux sociaux aujourd'hui constituent une opportunité qu'il faut saisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives. C'est comme dans toutes les autres structures, tous les autres moyens de communication. Même dans la presse, il y a les dérives. À la radio, il y a les dérives. À la télé, il y a des dérives. C'est juste qu'il faut sensibiliser, éduquer
pour que les gens utilisent les réseaux sociaux à bon escient, les côtés positifs, et qu'on se batte pour que les côtés négatifs des réseaux sociaux soient abandonnés à jamais, pour qu'on utilise les réseaux sociaux pour faire avancer notre pays, pour développer notre pays, pour aboutir à la paix et à la cohésion sociale. Qu'est-ce que moi je peux ajouter modestement à ce message assez pertinent? Téléspectateurs d'Actuel Média, le Mali et ses fiertés, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter notre invité de jour qui est M. Abdoulaye Guindo, et nous retenons de lui un exemple de détermination, un exemple de patriotisme. En tout cas, merci M. Guindo pour l'occasion que vous nous avez faite, l'honneur que vous nous avez fait de nous recevoir, et plein succès à vous aussi. Merci, et ça a été un honneur de passer sur Actuel Média. Okay, merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et sur ce, bonne suite de programme sur Actuel Média.